Gunshots is roaring in the streets. Alright. Air d'OTAN, la vie autour de vous. Hey. Gunshots is blazing in the street. Oh yes. And we've got to hide when those guns make. Autant le dire, 90 minutes pour l'actu près de chez vous. En direct à 11h30 du lundi au vendredi. Sur Air d'OTAN et Air d'OTAN Gaillac. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes des radios Air d'OTAN Gaillac et Air d'OTAN. Bienvenue dans Autant le dire, votre émission quotidienne enregistrée aujourd'hui depuis nos studios vauréens, enregistrée en direct avec à la technique Chérif. Bonjour Chérif. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Et ça va, Ce tranquille. mardi matin, sec pour une fois. Sec mais froid, mais ça fait du bien. Oui, Ça froid. réveille. Tout à fait, ça réveille. Exactement. Pour nous accompagner également tout au long de cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter Camilla. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Eh bien, je suis Camilla, je suis une élève de 3e au collège Pierre Suc à Saint-Sulpice. Et Ouais. en ce moment, je fais donc mon stage de 3e à la radio Air d'OTAN. Alors est-ce que tout se passe bien pour l'instant? Oui, oui. Ouais, tu n'as pas le choix de répondre oui, mais bon, c'est dans tout va bien. Alors qu'est-ce que tu vas faire dans notre émission aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais m'occuper de faire les échos d'Aki. Tout à fait. Merci beaucoup Camilla. On te retrouve dans cette première partie d'émission. Il y aura également la présentation de l'artiste du jour qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Il y aura également un petit point sport. Il y aura les échos d'Aki, les échos d'OTAN et la météo. Tout ça, c'est en première partie d'émission. À midi, 18h ou 7h du matin, ça sera le moment de votre journal d'information. Une demi-heure d'information locale. Et pour terminer cette émission du mardi 14 décembre, ça sera la partie magazine, d'autant le dire, un magazine consacré à un auteur. Oui, parce que depuis le début de la semaine, nous vous proposons de partir à la découverte d'autrices et d'auteurs du département. Et aujourd'hui, pour le magazine, ça sera Gérard Pirlot pour son livre « Le silence n'est pas sans voix », un livre qui rencontre la rencontre entre Arthur Rimbaud, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud. C'est un roman, bien sûr, mais nous commençons cette première demi-heure, d'autant le dire, avec les échos d'Aki, l'actu, l'info locale, les rendez-vous culturels, l'info au plus près de vous, en bref et en oc. Échos d'Aki, info locale, agenda, en occitan, sur Air d'OTAN et Air d'OTAN Gaillac. Adiciada tutes e baqui les échos d'Aki, començant del costat de Serviès, la maison du pays, convido parents e fans, drolles e drollos dimecres el 15 de desembre dedet sur Amietsun per escanviar alentour de la lors experiència, alentour de la gestiu de las emocions, serà amb mona vent de code cargado de missiu a la Ligue de l'enseignement Fédération des œuvres laïques du Tarn, que serà present per animar los escambi e mena d'aisin d'utices per melhorar lo cadotsun. Une animació prepausada a Gefange per d'educatrices per permetre als parents d'aprofitar plenament d'aquell taller, un taller organitzat en partenariat amb la CAF de Tarn et REAP 81. Les inscripcions són de fa al prep de Laurence Touré al telefonet 05 603 70 52 607. És donc 2 hores a l'entour de la gestió de les emocions amb parents e fans e drolles. Et se passarà del costat de Serviès a la Maison du Pays. Continuant del costat de l'Autrec, aquest dimecres, le 15 de décembre, il y a une séance de cinéma amb la projecció del film Illusion perdue. Illusion perdue, rendez-vous a 8h30 del ser aquest dimecres, le 15, a la salle Françoise Delga de l'Autrec, és prepausat per la commune de l'Autrec e Cinecran 81. La tarif per aquella projecció és d'entre 4 i 5 euros.
Cap al 15 de desembre, la da de tard bus convida Benitsuga jouer à la machine de 1 a 6 ore e miez din lo hall del Gran Teatre d'Albi, una machine che permet de creare de bombiments sul principi de sequencio tirado al sort per un sugaire. Un sugaire ca un casque audio per tornar fa lo ceste d'un dansaire a l'escran. Una experienza de biure juga a la machine din lo hall del Gran Teatre d'Albi a beix cap a este dimecres 15 de desembre per participar a l'experiència e notas que aquest dimecres o 15 a 6 ore e miez hi haurà una performance participativa Power Up per 3 dansaires e un grup d'amatus. Si voleu participar, buscau contactar l'Ada de Tard amb l'email natalie.auboiron@ada81.com. En fi per clavar, grauiet notasque del 18 al 21 de desembre, l'associació Bulle en Cas bus convida a son festival de BD, que se son de BD Geek, première édition d'hivern, és intitulat B-Décembre, 15 autos en dedicació de projeccions, taulos redondos, taller déchets, maquillage, cosplay, mostres, boutique, retro gaming, graffeur, L'entrada és ja gratis, hi haurà lo beure i lo menjar sur place de que se regaudi a l'entour de la culture BD Geek. Se passa a Grauiet del 18 al 21 de desembre. Podeu tornar a trapar tot el programme sur www.bullesencase.fr ou sur la pàgina Facebook de Bulles en Case. Et cric et crac, les échos d'aquí és acabat. Bona setmana a totes et allez! Écho d'aquí, info locale, agenda, en occitan, sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. Air d'Otan, la vie autour de vous. Air d'Otan vous accompagne dans le Tarn depuis près de 40 ans. D'ici une vingtaine de minutes, vous retrouverez l'édition du journal du mardi 14 décembre midi dans Autant le dire. Avec au sommaire de celui-ci, la communauté de communes Lautrec-Pays Pays d'Agout organise des collectes solidaires au profit d'associations en cette fin d'année 2021. Nous continuerons notre série sur les autrices et auteurs dans ce journal avec Sébastien Poulain, auteur d'un livre sur les radios associatives. Toujours dans la thématique du monde du livre, nous ferons la découverte de la librairie La Confiserie à Rabastens, qui se veut un lieu de proposition littéraire et sociale. Et nous terminerons ce journal avec un retour sur la conférence régionale contre la pauvreté. C'était à Albi le 28 octobre dernier. De nombreuses associations étaient présentes et j'ai tendu mon micro à la PEP 81, association départementale des pupilles de l'enseignement public. Le tout avec bien sûr l'actualité en bref sur Air d'Otan Gaillac et Air d'Otan dans Autant le dire. Notre émission continue avec une rubrique sport. Et nous allons commencer avec le football et le Toulouse FC n'est plus leader de Ligue 2 suite à la victoire d'Ajaccio au Havre, 1-0 et surtout au match nul entre le TEF et Rodez hier soir, ce lundi soir, 1 but partout. Paris s'impose à Valenciennes 4-1 dans les autres rencontres et Auxerre à Dunkerque 2-0. Pau s'incline à domicile face à Quevilly, Rouen et Sochaux fait match nul. Au classement, les 5 premiers de Ligue 2 se tiennent désormais en 3 points. On continue avec la Ligue 1 de football. Marseille s'est imposé à Strasbourg, 2-0. Montpellier met fin à la série de 6 victoires consécutives des Brestois en gagnant 4-0 en Bretagne. Reims bat Saint-Etienne qui va faire signer Pascal Duprat pour remplacer Claude Puel. Et Paris bat Monaco 2-0. En Coupe de France féminine, Albi s'impose 1-0 face à Montauban et sera donc présent au prochain tour.
Au niveau du football régional, il y a eu pas mal de perturbations suite aux intempéries de ce week-end. Par contre, en régional 1, Groyer s'impose 5-0 face au dernier de la régionale 1, Caser. Le déplacement d'Albi-Marsac chez le leader Lourdes a été reporté. En régional 2, la poule B Saint-Sulpice ramène un point d'Elne avec un match nul, un but partout. Le match de Saint-Juéry à Saint-Alban a été reporté. Des matchs reportés également en régional 3, c'est le cas pour Giroussens et Mazamet qui n'ont pas fait leur match en retard ce week-end. On change de sport maintenant avec du cross-country et deux Tarnaises étaient présentes au championnat d'Europe ce week-end à Dublin et elles reviennent d'Irlande avec une médaille d'argent chacune. Félicitations donc à Mélodie Julien et Alexa Lemitre. Il n'y avait pas de top 14 ce week-end, mais de la Coupe d'Europe. Et dans la poule A, le Racing s'est imposé face à Northampton. Clermont s'incline à domicile face à l'Ulster 23-19. La Rochelle a battu Glasgow 20-13. Montpellier a sombré à Exeter 42-16. Dans la poule B, le Stade français chute lourdement à Connacht 36-9. Bordeaux-Bègles s'incline à domicile face à Leicester 16-13. Le tenant du titre, Toulouse, est allé s'imposer à Cardiff 39-7 et Castres ne passe pas loin de l'exploit face aux Harlequins en s'inclinant à Pierre Fabre 18-20. Des Castrés qui se déplaceront au Munster samedi prochain à 21h. Toulouse recevra les Wasps dimanche après-midi. En national, Albi s'impose pour la 12e journée sur le terrain du dernier Bourgoin 23-10. Cette victoire permet aux Albigeois de prendre la 3e place au classement. Prochaine rencontre ce 19 décembre avec la réception de Tarbes, 10e au classement. Et la fédérale pour terminer, et enfin une victoire pour l'ASV. Lavore s'impose face à Castanet 33-26. Mazamet gagne également face à Serré 41-25 et se hisse à la 7e place du classement. Dans les autres rencontres, il est à noter que celle notamment entre Nîmes et Groyer a été reportée à ce week-end. Allez, dernier résultat de sport avec la Fédérale 2, poule 5, match reporté pour Gaillac et Saint-Sulpice. Et en Fédérale 3, Alban s'incline de peu face à Alès 37-35. Soragout s'impose face à Saint-Afrique 17-15 et prend la 4e place au classement de Fédérale 3. Voilà pour ces résultats sportifs. Nous allons faire une pause musicale maintenant dans Autant le dire et pour cette dernière chronique de 2021, je vous propose de découvrir le nouvel album de Juliette Armanet. Autrice, compositrice, interprète française, la Lilloise sort un 2e album solo intitulé Brûler le feu. En 2018, elle avait remporté les Victoires de la musique, enfin le titre de l'album Révélation de l'année pour Petite Amie, qui contenait entre autres les titres L'amour en solitaire et L'Indien. Pour son 2e album, Juliette Armanet s'attaque au monde du disco avec un album entraînant, romantique et touchant. Et on va s'écouter un premier extrait de Brûler le feu, c'est le dernier jour du disco. Juliette Armanet. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin, les statues dérantent,
Juliette Armanet dans Autant le dire avec le titre Le dernier jour du disco, tiré de son nouvel album, son deuxième en solo, Brûler le feu. Il est sorti le 19 novembre dernier. Nous continuons cette émission avec Camilla et les échos d'Autant. Une série d'animations, de concerts, de spectacles et de décorations pour les petits et les grands est organisée sur le thème Au Sillon, fête Noël. Cette fête se terminera le dimanche 19 décembre avec, à la halle du marché, un spectacle de majorette et le goûter de Noël offert à 4h aux enfants. Ces rendez-vous sont gratuits, mais on vous demande le masque et le pass sanitaire en intérieur. Découvrir la cité épiscopale vue du ciel. Une visite commentée en drone gratuite proposée par la ville d'Albi en partenariat avec l'Office du tourisme. Les participants sont assis au pied de la cathédrale, un casque de réalité virtuelle sur les yeux pendant 15 minutes. À l'issue de leur visite, des photos haute définition sont envoyées à chaque participant, afin de pouvoir notamment les partager sur leurs réseaux sociaux. Visite sur réservation, auprès de l'Office de tourisme d'Albi, soit sur le site internet, soit sur place le jour de l'événement. Toutes les 20 minutes, 5 personnes par visite, samedi 18 décembre. 10h-13h et 14-18h. Activité gratuite. Réservation Office du tourisme Albi. Le musée du chocolat de l'Île-sur-Tarn vous propose de nombreuses activités gourmandes, où sculpture, gourmandise et chocolat sont à l'honneur. Pour en savoir plus sur ces offres, vous pouvez vous rendre sur le site ou les contacter au 06 75 57 54 97 pour personnaliser les visites. Jusqu'au 19 décembre, la ferme pédagogique de Poppy et compagnie de Saint-Julien-de-Puy organise une tombola au profit des animaux. À gagner, un lot de 10 entrées à la ferme, 5 entrées adultes, 5 entrées enfants. Valable pour l'année 2022. Un panier garni de produits maison, un pot de confiture et 12 œufs de couleur. En plus de la tombola, la ferme propose des paniers garnis pour Noël et des objets artisanaux à glisser sous le sapin. Du 17 au 19 décembre 2021, l'esplanade Octave Médal et la place Soult accueillent le marché de Noël de la ville de Saint-Sulpice-la-Pointe. L'ouverture du marché de Noël aura lieu le vendredi 17 décembre à 18h. Illumination, animation, concerts, spectacles, sports d'hiver. Retrouvez le programme détaillé sur saintsulpicelapointe.fr. Pour finir ces échos, le Secours populaire français appelle au bénévolat. Avis aux passionnés du papier cadeau, aux magiciens du ruban et aux maîtres des ciseaux, ils ont besoin plus que jamais de bénévoles pour les accompagner dans cette opération. Donnez votre temps pendant une ou plusieurs demi-journées, durant la période du 10 au 24 décembre 2021. Toute aide sera la bienvenue, la participation à l'opération est ouverte à tous sans exception. Tout le monde peut participer, il suffit d'avoir envie de faire don d'un peu de votre temps et de votre savoir-faire. Vous pourrez choisir la date et le créneau horaire de votre convenance en les contactant au 05 63 47 00 02. Un grand merci Camilla pour ces échos d'Autant dit avec beaucoup de talent. Merci à toi. Nous allons faire une nouvelle pause musicale dans Autant le dire avec Juliette Armanet et l'album Brûler le feu, un deuxième titre et un deuxième album solo pour Juliette Armanet. Après un premier disque plutôt intime basé sur une relation très piano-voix, Juliette Armanet souhaite embraser les chœurs et les pistes de danse avec des rythmes disco. Elle déclare, je cite, « C'est un album de dévoration amoureuse, mais aussi et surtout de résurrection. Je voulais que le feu soit créateur et pas destructeur. » On s'écoute Qu'importe de Juliette Armanet. Pour
et fêtes, des fêtes, 100 fois dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées obstinément. T'avais aimé mon image, mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé, crochet, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. C'est écrit comme un toutes les vies qu'on aura pas, ça part ou marcher, je ne sais pas, pour chaque seconde au monde où j'entendrai ta voix sur la planète en tête à tête, toutes les nuits où je ferai la fête obstinément. Et si jamais ça m'embête, si jamais ça me rembête, si trop fort dans ma tête, peut-être je me souviendrai que je t'ai cherché, je me souviendrai que je t'ai laissé, je me souviendrai que je t'ai aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. C'est écrit comme un Passe les pensées, passe les étés, passe tout le temps qu'il faudra tuer. Dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs, si à moi. Passe les ratures, passe les futurs, sur le piano, les chevelures. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. C'est écrit comme C'était Juliette Armanet dans Autant le dire, avec le titre Qu'importe, tiré de son deuxième album sorti le 19 novembre dernier. Il s'appelle Brûler le feu et il est en découverte aujourd'hui dans Autant le dire sur Air d'Autant Gaillac et Air d'Autant. Nous allons maintenant retrouver Sylvain Caire. Bonjour Sylvain. Bonjour Mathieu, bonjour Chérif, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour les prévisions météo pour cette journée du mardi 14 décembre. L'anticyclone est là, il est bien installé depuis plusieurs jours et il nous protège de toute perturbation désormais. Et on a la chance pour la plupart des secteurs du département d'être au soleil depuis le lever du jour. Le seul secteur qui était un peu dans le brouillard ce matin dans le département, c'était entre Groyer et Lavore. C'est le seul secteur où il y avait du brouillard qui va se dissiper peu à peu et le soleil devrait revenir là aussi cet après-midi. Donc là où le soleil est présent depuis ce matin, les températures en profitent pour remonter après avoir connu des petites gelées matinales entre 0 et moins 2 degrés. Mais là avec l'ensoleillement et l'absence de vent, les températures remontent. Là sur la plaine tarnaise par exemple entre Gaillac et Albi, le mercure est en train de dépasser la barre des 10 degrés. Et ce qui est remarquable, c'est que lors de la journée d'hier, j'avais prévu des températures aux alentours de 10 à 12 degrés. Et finalement, ce thermomètre est monté plus haut puisqu'on a même atteint les 15 à 16 degrés.
Voilà, c'est la difficile prévision avec ces anticyclones d'hiver, c'est-à-dire que si on a des nuages bas ou des brouillards, mais les températures ont du mal à progresser. Beaucoup de modèles prévoient ces brouillards et finalement ces brouillards sont peu ou pas présents ou localement présents sur certains secteurs. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance, ce sera le même système au cours de ces prochains jours. Donc en tout cas cet après-midi, le soleil va dominer, avec donc ces températures qui pourraient une nouvelle fois atteindre les 14 à 15 degrés. Et puis, la nuit prochaine, les températures vont baisser de nouveau assez rapidement dès que le soleil va se coucher. Et on va retrouver demain matin de nouveau des températures bien fraîches, des gelées matinales, et puis une nouvelle fois risque de brouillard ou de nuages bas. Donc si on a ces brouillards et ces nuages bas, les températures ne progresseront pas pour ce mercredi. Et puis si le soleil revient, on aura des températures agréables l'après-midi. Voilà, c'est le principe de ces anticyclones d'hiver. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces températures vont progressivement baisser à partir de la fin de la semaine. Pourquoi ? Parce que cet anticyclone va se décaler un peu vers le nord et vers les îles britanniques. Et en se décalant vers le nord, on va récupérer un flux d'est qui va nous arriver donc de l'Europe de l'Est. Donc à partir de jeudi et vendredi, on sentira un petit vent arriver de l'Est et des températures qui vont progressivement se rapprocher cette fois-ci des normales de saison pour l'après-midi. On ne devrait plus dépasser en fin de semaine les 10 à 12 degrés l'après-midi, donc avec ce flux d'Est, et des températures minimales qui baisseront, elles aussi, avec le retour de gelée matinale donc pour le week-end prochain. Sinon, c'est un temps calme et peu de vent, pas de précipitations, en tout cas pour cette semaine. On surveille la période de Noël, je commençais à vous en parler hier, où on pourrait avoir un peu plus de froid, donc lié à ce flux d'Est qui pourrait se renforcer donc la semaine prochaine, à partir du 20 décembre, 21 décembre. Et on pourrait avoir donc des fêtes de Noël beaucoup plus froides. Pour la neige, on ne sait pas. Pour le moment, c'est encore assez lointain, puisqu'on est à 10 jours de l'échéance. En tout cas, le temps devrait progressivement se refroidir et redevenir hivernal pour la fin de semaine et la période de Noël. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup Sylvain, à demain. Et on peut retrouver toutes ces informations sur ta page Facebook Tarn Météo. En effet, également du côté de la qualité de l'air, tu disais qu'il y avait la possibilité que ça influe sur cette qualité de l'air, l'anticyclone, et c'est le cas avec une qualité de l'air qui se dégrade, notamment sur le département du Tarn. L'indice de la qualité de l'air indique 3 sur les stations d'Albi et de Castres, une qualité de l'air dégradée, et ça concerne également toute la région, puisqu'on retrouve ces équivalents de 3 sur l'Aveyron et la Haute-Garonne, sachant que la qualité de l'air du côté de la Tarn-et-Garonne est là franchement mauvaise. Voilà pour ce point. Et nous continuons, autant le dire, avec les informations. Autant le dire. Le journal de la rédaction Sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. La communauté de communes Lautrécois Pays d'Agout organise des collectes solidaires au profit d'associations en cette fin d'année. Nous retrouverons au téléphone Mireille Peyrastre. Nous continuerons notre série sur les autrices et auteurs avec dans ce journal Sébastien Paulin autour d'un livre sur les radios associatives. Toujours dans la thématique du monde du livre, la librairie La Confiserie à Rabastens se veut un lieu de proposition littéraire et sociale. Et nous terminerons ce journal avec un retour sur la conférence régionale contre la pauvreté. C'était à Albi le 28 octobre dernier. La CCLPA, la communauté de communes du Lautrécois Pays d'Agout, renouvelle ses collectes solidaires cette année. Nous retrouvons au téléphone Mireille Peyrastre. Mireille Peyrastre, bonjour. Oui, bonjour. Vous travaillez au sein de la communauté de communes Lautrécois Pays d'Agout. À quel poste ? Alors, je suis en poste de coordinatrice enfance et jeunesse. Très bien. Et donc, au sein de cette communauté de communes, vous organisez en cette fin d'année une collecte solidaire, enfin même 2 collectes solidaires. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors on a reconduit l'opération qu'on avait déjà menée l'an passé, l'opération boîte à chaussures, qui avait eu un engouement assez important l'an passé, et qui est en charge donc justement de récupérer et de faire des cadeaux pour les plus démunis. Donc récupérer divers objets, comme un produit de beauté, quelque chose de chaud, un petit jeu, du loisir, voilà,
pour faire un don aux personnes donc les plus démunies. Cette année, on est reparti aussi sur ce dispositif-là, puisque l'an passé, on avait pu récolter 52 boîtes et qu'on avait remis donc à une association sur Albi. Voilà. Donc concrètement, comment ça se passe pour cette année? L'idée, c'est qu'on a lancé donc une campagne, l'appel aux dons. Donc, on a fait une campagne d'affichage, on a passé pas mal d'informations via le mailing de la communauté. Et l'idée, c'est que on a des partenaires aussi qui vont nous aider, qui vont être structures aussi pour récupérer tous les dons qui vont être faits. C'est-à-dire que tous les habitants du territoire, et même au-delà, peuvent donc apporter même un petit objet ou une boîte complète, comme ils veulent, comme ils veulent, pardon. Et l'idée, c'est qu'ils peuvent les apporter sur différents points du territoire. Donc il y a les accueils de loisirs associatifs qui sont partenaires avec nous, puisqu'on travaille aussi ces projets dans une dynamique d'animation territoriale. Donc ils vont récolter, motiver, passer l'information aux familles qui fréquentent les ALSH. On a aussi toutes les structures de la CCLPA, qui parlent des crèches, des médiathèques, des services techniques. Donc l'idée, les gens vont amener des objets et ensuite, avec les jeunes, dans le cadre de l'animation des fêtes de fin d'année, avec les jeunes qui vont s'inscrire, on va récupérer tout ça, finaliser les boîtes et ensuite les amener, ou alors elles viendront peut-être aussi sur Lautrec à l'association, on amènera toutes les boîtes finalisées, décorées, voilà. Vous travaillez avec la même association albigeoise que l'année dernière? Oui, tout à fait. Très bien. Voilà. Mais cette année, et l'autre appel, et cette année, donc, une particularité, c'est par rapport aux animaux. Voilà, on a aussi envie d'apporter, quelque chose, un soutien au centre SPA. Donc, on a choisi celui d'Albi, qui est assez important et qui communique beaucoup aussi et qui a fait sur ses réseaux demande des appels aux dons. Donc, on relaie cet appel. L'idée, c'est de récolter un maximum de produits. Ça peut aller des croquettes, des friandises, mais aussi des couvertures, des choses, des jouets, voilà. Et du même principe, on va recueillir tous ces dons. Les jeunes vont aussi les centraliser et on va l'amener au centre NSPA pour voir un petit peu aussi comment ça fonctionne. L'idée, c'est de sensibiliser aussi les jeunes à la cause animale et puis aussi à l'adoption et voilà. Et comment vous est venue cette idée? Alors, sur les animaux, moi, c'est vrai que personnellement, je suis beaucoup la cause animale sur les réseaux et donc, j'ai eu cette info-là. Donc, j'ai voulu aussi, le relayer et sensibiliser les jeunes qu'on accueille sur ce thème-là. Et pour ces deux collectes, il y a jusqu'à quand pour pouvoir participer au sein de la communauté de communes Lautrécois Pays d'Agout? Excusez-moi, j'ai proposé de répéter la question. Jusqu'à quand y a-t-il la date, excusez-moi. Oui. Alors, jusqu'au 20 décembre, on peut amener tous ces produits, que ce soit pour le Noël solidaire des plus démunis ou pour le Noël solidaire des animaux, dans les lieux de collecte. On peut tout trouver sur le site de la CCLPA aussi. Et l'idée, c'est d'amener jusqu'au 20 décembre, puisqu'après, on va récupérer tout pour pouvoir amener ensuite, au 23 ou plus tard, tous les dons. Avec les jeunes, justement. Avec les jeunes, justement, il y a des animations prévues au cours des vacances organisées? Voilà, donc on a 3 jours d'animation avec les jeunes, donc pour les 12-17 ans. Le mardi 21 décembre, l'après-midi, de 14h à 17h, on va justement finaliser ces boîtes-là pour les plus démunis. Le lendemain, le mercredi 12, là, on fait un atelier un peu plus artistique, on va dire, où on va fabriquer des décorations de Noël et aussi on va finaliser les cartes de Noël qu'on va mener dans les EHPAD du territoire. Voilà, ça aussi on l'avait déjà fait l'an dernier, c'est-à-dire que tous les enfants des ALSH du territoire fabriquent des petites cartes avec des petits messages adressés aux personnes des résidents des EHPAD et l'idée, comme l'an passé, c'était que le matin de Noël, les résidents puissent découvrir ces petites cartes faites par les enfants du territoire. Faut-il s'inscrire pour participer à ces animations? Oui, tout à fait. Donc, toujours pareil, tout est sur le site de la CCLPA où
vous avez l'adresse mail. Vous pouvez téléphoner aussi à la CCLPA et pour vous inscrire. Et donc le jeudi 23, pour terminer cette programmation, ce sera on amènera les dons aux animaux de la SPA. Très bien. Bien, merci beaucoup Mireille Peyras d'avoir été avec nous sur Air d'Otan. Je Merci rappelle, à vous. c'est collecte jusqu'au 20 décembre. Tout à fait. Merci beaucoup. Le président de la République s'invite ce mercredi soir sur TF1 et LCI. Pendant 1h30, Emmanuel Macron sera interrogé sur le bilan de son quinquennat dans une émission intitulée « Où va la France ?» Cet entretien a été enregistré avant sa diffusion ce mercredi soir à 21h. Jusqu'au 17 décembre, le pont de Brens entre Gaillac et Brens est fermé à la circulation pour des travaux de remise en état de la chaussée. Et enfin, les surveillants de la maison d'arrêt d'Albi se sont mis en grève ce lundi. D'après les syndicats, il y a désormais 185 détenus pour 105 places, ce qui entraîne une surcharge de travail pour les surveillants ainsi que des problèmes de sécurité. Les agents avaient déjà manifesté au mois de juin dernier. D'après eux, la situation s'est dégradée depuis l'été dernier. Suite de notre série à la rencontre des auteurs et autrices avec un petit détour au niveau national par la rencontre avec Sébastien Poulain. Il a co-dirigé un ouvrage collectif dénommé Les radios locales, histoire et territoire et réseau. Sébastien Poulain, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc, je suis enseignant-chercheur. Associé au laboratoire MICA de l'Université Bordeaux-Montaigne. Je suis spécialiste, on va dire, de communication, plus précisément de radio, plus précisément radio numérique et puis radio libre, on va dire, radio libre, radio associative, locale donc. Donc voilà, donc partie enseignement, et puis je publie des articles, et donc je viens de publier un livre dont on va peut-être parler aujourd'hui. Oui, c'est un ouvrage collectif. Mais oui, c'est un ouvrage collectif dirigé par Thierry Lefebvre et moi. Thierry Lefebvre, qui est maître de conférence à l'Université de Paris, qui a déjà publié plusieurs ouvrages, 4, 5, peut-être 6, sur la radio, sur l'histoire de la radio, avec vraiment différentes personnalités, différents statuts sociaux. On a des archivistes, on a des historiens, on a des scientifiques chercheurs, soit historiens, soit des chercheurs spécialistes de sciences de l'information et de la communication, comme on dit. Donc l'ouvrage s'intitule « Les radios locales, histoire, territoire et réseau ». Qu'est-ce qu'on entend par radio locale ? Tout simplement, radio locale, c'est une radio qui n'émet pas, on va dire, qui n'émet pas au niveau national. Déjà, voilà, au moins comme ça, on peut être tranquille pour la définition, parce que c'est vrai que c'est à la fois tout simple et non, je dirais pas compliqué, mais voilà, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'être local finalement aujourd'hui dans un monde globalisé. Qu'est-ce que c'est que local ? Et il faut savoir qu'effectivement, il y a des radios locales, ultra locales, et puis des radios presque départementales, voire presque que régionales. Si on regarde par exemple les France Bleu, 44 radios, en sachant le nombre de départements, il y en a plus du double de départements, donc vous voyez, c'est mi-départemental, alors que vous pouvez avoir des radios locales qui émettent vraiment à hauteur vraiment dans un quartier ou dans une ville, dans une métropole, voilà. Donc il y a vraiment une dimension de quelques kilomètres, voilà. Et dès le départ, en fait, c'était comme ça. Dès le départ, quand on a légalisé les radios, donc en 1981 avec Mitterrand, la loi qui vient juste dont on vient juste de fêter l'anniversaire. C'était 30 km, une radio locale. Donc voilà, il n'y avait pas de radio FM qui pouvait émettre à plus de 30 km. Et alors, comment vous percevez leur devenir à ces radios locales ? Écoutez, c'est compliqué, mais pour tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas de média pour lequel c'est pas compliqué. Je veux dire, toutes les télévisions. Donnons l'exemple de télévisions comme TF1 et M6, vous voyez, qui ont été les concurrentes pendant 40 ans, presque 40 ans. On approche de leurs anniversaires. Qu'est-ce qu'elles font là ? Elles fusionnent. Elles veulent fusionner parce qu'elles sont concurrencées par les GAFA, parce qu'il y a une forte concurrence internationale avec les réseaux sociaux,
avec Netflix, avec Amazon, etc. Et donc, c'est compliqué pour tous les médias. La presse, c'est pareil. On voit depuis les années 2000, le papier diminue, les abonnements, les gens prennent l'habitude d'avoir de l'information gratuite, comme à la radio, en quelque sorte. Mais sauf qu'avant, la presse écrite, c'était quand même payant. Même si on pouvait se prêter des journaux dans la famille, on achetait peut-être pas 4 journaux pour 4 personnes. Il y avait un abonnement pour toute la famille, évidemment, voire pour des amis. Je sais pas, ça pouvait se diffuser quand vous allez dans un bar, dans un café, vous avez le journal pour tout le monde. Mais c'est vrai que là, il y a quand même un événement majeur avec Internet qui prend beaucoup de la publicité parce que tout le monde se dit qu'il faut aller, que tout le monde aille sur Internet. Et donc, c'est pareil pour les annonceurs qui veulent faire de la publicité. Donc, ils vont tous sur Internet, ce qui fait que ça fait perdre pour les autres médias traditionnels. Et concernant l'avenir en lien avec le numérique et le DAB+, comment vous percevez cela pour les radios locales ? Comme tout le numérique, c'est un coût. C'est d'abord de l'économie. C'est ça qui. Alors c'est un coût de financement évidemment parce que pendant longtemps les radios vont devoir petit à petit. Alors d'abord on est dans les métropoles pour la radio, le DAB, la radio numérique terrestre. C'est d'abord dans les métropoles et aussi sur les autoroutes. Mais petit à petit ça va se diffuser jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, on soit à 100%. En DAB, et donc là, peut-être la FM traditionnelle, nos postes seront remplacés. Il faudra que tout le monde ait acheté les nouveaux postes qui sont un peu plus chers que les anciens, il faut bien le dire. Vous savez, il y a des fois, il y a des radios, on l'a sur le téléphone, la FM, on peut l'avoir sur le téléphone, sur un stylo, je ne sais pas quoi. Là, maintenant, le DAB, ça demande quand même d'acheter des postes un peu plus chers, 50, 60 euros. Donc, c'est quand même un coût, pas uniquement pour la radio, c'est aussi pour les auditeurs. C'est quand même quelque chose d'important. Et donc, l'atout, c'est quand même, il y aura peut-être des nouvelles radios dans certains territoires où il y a une surcharge de radios, dans les grandes métropoles, on va dire. Après, dans les petites villes, il y aura pas forcément des nouvelles radios, mais pour l'auditeur, quand même, il y aura plus de radios nationales, peut-être qui sera possible d'écouter dans sa voiture, avec un son un peu meilleur, etc., avec quelques données en plus. L'avantage, il y a un petit saut qualitatif, mais c'est pas une révolution. Donc il y a des avantages et des inconvénients quand même. Sébastien Poulain, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Nouvelle venue à Rabastens, la librairie La Confiserie se veut un lieu de proposition littéraire et sociale, avec une cave-salon où l'on peut consulter sereinement les ouvrages, même le dimanche. Claire Kachkouchoussi s'est rendue sur place pour rencontrer les libraires. Du coup, je m'appelle Kevin et là, je viens d'ouvrir récemment avec mon associé Magid une librairie à Rabastens qui s'appelle La Confiserie. Comment vous est venue cette idée ? Ça a été un peu un long processus, mais globalement avec Magid on faisait de la radio ensemble sur Radio Octopus pendant quelques mois. On avait une émission culturelle où on parlait de livres, de films et de ce qui nous tenait à cœur. Et ensuite est venue l'idée de faire évoluer la formule. Et après il y a eu le confinement, et puis en sortant du confinement on s'est dit peut-être aller dans quelque chose de vraiment concret, et donc l'idée de faire une librairie. Ça a été difficile de trouver ce local ici ? Difficile, non, pas vraiment. Dans le sens où on en a visité quelques-uns et puis on a visité celui-là et en fait ça s'est un peu imposé à nous, malgré le fait qu'à ce moment-là il y avait beaucoup de travaux, notamment sur la cave. Vu qu'il y a une cave et que du coup on est arrivé dans une cave qui n'avait jamais été utilisée, le bâtiment date de 1837, ce qui faisait que il y avait 200 ans de moisissure et de terre et qu'il a fallu enlever, il a fallu tout refaire en fait, et jusqu'à arriver à ce résultat-là. D'extérieur, on a l'impression que c'est tout petit, alors qu'en fait, c'est plutôt finalement assez grand, qu'il y a plein de recoins. Il y a différents espaces. Comment vous les investissez avec les thèmes des bouquins ? Nous, l'idée, c'est assez vite imposé de se dire qu'à l'entrée, il fallait qu'il y ait de la jeunesse pour que... c'est toujours agréable en fait de voir des romans et des albums jeunesse qui sont toujours...
c'est assez vaste, c'est assez varié, c'est toujours très imaginatif. Puis même pour nous, vu que le comptoir est à l'entrée aussi, c'est-à-dire de passer la journée devant des tranches blanches de romans, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, alors que là, c'est un peu une effusion de couleurs. Donc ça, c'était le premier point. Et puis après, il y a ce grand meuble de pharmacie qu'on a réussi à chiner dans une vieille pharmacie. Donc ça, pour nous, pareil, c'était l'idée vieux meuble de pharmacie comme dépositaire de toute cette littérature. Et la pièce du fond qui était, pour ceux qui ont envie d'aller plus profondément dans les sujets, du coup, c'était les sciences humaines. Et ensuite aussi, nous est venue l'idée de la cave de l'investir comme lieu où on pouvait à la fois salon et où on pouvait du coup consulter des livres comme des BD et des livres d'art qui sont souvent des gros formats et c'est souvent pas très agréable de consulter ce genre de livres dans des petites allées. Et préalablement, on était parti à Paris et on a visité pas mal de librairies, dont les mots à la bouche, qui ont une cave et c'est ça qui nous a donné l'idée de faire cette cave. Et alors, espace de transition entre le premier étage et la cave, quelques cadres où vous laissez s'exprimer les choix littéraires de vos complices. Et ouais, parce que c'était ça aussi, de se dire que nous, on a nos goûts, mais qu'on n'est pas calé sur tous les sujets, qu'on est moins concerné par certains sujets que d'autres, notamment tout ce qui est les questions de genre, de féminisme. Même si on s'intéresse à ces questions-là, on n'est pas des femmes, on n'est pas queer ou ce genre de choses. Donc ça nous semblait important de laisser la parole à des gens qui étaient concernés par ces questions-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a laissé des cadres où chaque mois, il y a des sélections de livres qui traitent de ces propos-là. Donc du coup, on a un cadre d'un ami qui, lui, est beaucoup plus sur des questions décoloniales, une qui est sur des questions de genre, une autre sur des questions écoféministes, et enfin le dernier, donc Silex Édition, qui est du coup un collectif d'artistes qui fait notamment de la sérigraphie, et donc c'est des livres d'art. Parfois, il y a des conférences ici ? Ouais, là, nous, c'était vraiment un aspect du métier qu'on avait envie de défendre et de développer, c'était rencontrer des auteurs pour donner à entendre et puis à rencontrer des auteurs, parce que à force de lire des livres, on a parfois l'impression que c'est quelque chose d'un peu abstrait et de se dire que en fait, c'est des gens qui ont un vécu et qui décident de le transmettre par des livres. Et donc du coup, donner à les rencontrer, c'était pour nous important. Majid, bonjour. Bonjour. Alors vous, comment vous est venue cette idée-là de créer la confiserie ? C'est un peu le fruit en fait de plusieurs années de travail, d'expérience liées de près ou de loin au milieu éditorial ou au milieu culturel. Fut un temps, pour les amateurs de radio justement, je présentais des matinales à Radio Octopus. Et du coup, j'étais souvent amené à interviewer des auteurs ou des autrices. Et donc, du coup, par ce biais-là, j'ai découvert plein de maisons d'édition, plein d'univers. Et entre-temps, j'ai animé un restaurant et un café culturel où, en fait, on faisait beaucoup de débats, beaucoup de rencontres. Donc, tout ça mis bout à bout m'a donné envie de prolonger avec cette librairie. Donc là, vous êtes associés, vous êtes deux. C'est quoi le statut en fait de la librairie ? On est une SARL classique, co-gérance partagée, 50-50. J'ai déjà travaillé dans le milieu des SCOP, mais c'est vrai que là, pour le coup, on ne sentait pas de se lancer dans une coopérative parce que ça demande beaucoup de travail, notamment au niveau administratif. Alors le métier de libraire, puisque c'est votre nouveau métier, comment vous pouvez nous le raconter en fait ? C'est quoi votre quotidien ? C'est pas que lire, c'est même pratiquement pas lire. Non, c'est beaucoup de manutention, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de conseils, c'est aussi beaucoup de projections en termes d'événements pour que la librairie vive. Pas seulement de la vente de livres, mais aussi de choses qui vont nourrir les gens dans leur conscience ou dans leur formation politique ou pédagogique. Donc c'est vrai que nous, on essaie de vraiment avoir un lieu atypique et qui propose des événements, donc ça demande beaucoup de temps. Vous avez une offre quand même très variée. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des secteurs ou des thèmes un peu qui marchent particulièrement en ce moment ? Franchement, non, c'est assez égal.
C'est vrai qu'il y a un engouement en ce moment quand même pour les sciences humaines et c'est bon signe. Il y a des sujets comme ça intersectionnels qui se croisent beaucoup en ce moment, je trouve. Intersectionnel, pardon. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? C'est des sujets en fait qui vont se rencontrer à des carrefours précis en fait de la pensée et qui vont se nourrir les uns les autres. Par exemple, je trouve qu'il y a pas mal de questionnements autour de notre place dans le vivant. Voilà, il y a pas mal de textes qui sortent là-dessus. Il y a pas mal de textes aussi, bien sûr, féministes, et tant mieux. Il y a pas mal de textes aussi sur les questions voilà, de classe sociale, de genre ou même d'origine. Il y a pas mal aussi de questions sur l'extrême droite et les racismes. Il y a pas mal et tout ça, ça se croise en fait. Il y a des textes maintenant qui abordent tous ces sujets-là à la fois. C'est assez intéressant. Et dans tous les secteurs, que ce soit au niveau du roman graphique, de la jeunesse, des sciences humaines, bien sûr, des essais ou même des romans, c'est des sujets qui sont abordés. Voilà. Et donc du coup, il n'y a pas deux secteurs plus forts qu'un autre, mais c'est surtout des sujets qui prennent le dessus en ce moment sur d'autres, quoi. À l'occasion de la conférence régionale de lutte contre la pauvreté qui s'est tenue à Albi le 28 octobre dernier, j'ai tendu mon micro à différentes structures régionales ouvrant dans ce domaine d'activité et nous allons écouter aujourd'hui les PEP 81, association départementale des pupilles de l'enseignement public. Moi, je suis une ancienne service civique, donc du coup des PEP, et du coup aujourd'hui je suis là pour témoigner à la table ronde sur le décrochage scolaire. Vous vous appelez comment? Déborah Croc. Alors, le service civique, vous l'avez fait dans quel domaine? Je l'ai fait au PEP. Et le PEP, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une association qui a beaucoup d'actions, mais Elena sera plus apte à vous raconter ce que c'est exactement. Voilà, donc moi je suis aussi ancienne service civique et depuis le début octobre, je suis maintenant salariée des PEP. Donc les PEP, c'est les pupilles de l'enseignement public et on a, on va dire, plein d'actions, mais si je peux les définir en deux grosses branches, on a le décrochage scolaire et le handicap. Et vous intervenez dans quel département? Le Tarn. On est les PEP 81, donc on est vraiment sur le Tarn, sur tout le Tarn. On va jusqu'à Mazamet, voilà, même des petits villages, voilà. Alors concrètement, comment ça se passe? Ce sont des personnes qui vous sont adressées, vous allez les chercher? On a de tout, on va bien sûr chercher les publics, les sensibiliser. Et ensuite, on a des personnes qui viennent à nous par des partenariats, par des partenaires, par diverses voies. Voilà. Et après, au quotidien, comment travaillez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il faut savoir que les PEP 80, c'est petit. On n'est que 2 salariés pour le Tarn. Que vous dire de plus? Oui, alors sur le décrochage scolaire, on est beaucoup basé sur le service civique, notamment un nouveau service qui s'appelle Service civique combiné MLDS. MLDS, c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire, où il y a un partenariat qui s'est fait afin d'accompagner les jeunes vraiment en total décrochage vers une reprise d'études ou de savoir quel domaine les intéresse. Vraiment, c'est pour eux. Voilà. Vous faites des vacances également, des parts-vacances? Alors ça, c'est plus national. Mais oui, on accompagne aussi sur un dispositif vacances, oui. Voilà, départ vacances, on est aussi avec les écoles qui sont adhérentes par rapport au nombre d'élèves, qui donnent des adhésions et qui peuvent recevoir un retour quand ils ont besoin d'une sortie ou autre sur un enfant qui est en difficulté financièrement, une aide financière ponctuelle. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Il y en aurait plein de choses à rajouter parce que les PEP, on a plein de dispositifs, plein d'actions. Je ne pourrais pas vous raconter tout, mais je vous invite à aller voir le site et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les PEP? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Donc les PEP, nous sommes une association d'éducation populaire créée en 1917. En fait, partenaire de l'éducation nationale. Et sur le département du Tarn, nous avons différents dispositifs auprès des enseignants, des familles et des jeunes. Alors jeunes en situation de décrochage, scolaire notamment, et aussi jeunes en situation de handicap. Donc ces jeunes que vous accompagnez, ils vous sont adressés par l'éducation nationale?
Ah, c'est intéressant votre question. Alors, adresser, oui pour certains, c'est-à-dire que plutôt qu'adresser, je dirais qu'on travaille en réseau énormément avec les services d'éducation nationale et notamment les services du rectorat, les missions de lutte contre le décrochage scolaire. Mais aussi, on a beaucoup je dirais de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on participe à différentes manifestations et on est dans différents réseaux dans le département qui nous permettent d'avoir un peu des antennes, je dirais, un petit peu partout. Et donc les jeunes nous connaissent par ce biais-là. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui ? Alors on est venu, alors déjà on a la tenue du stand, mais plus que tout, moi je suis ravi parce qu'en fait on est venu faire témoignage et proposer à 2 de nos anciennes services civiques de pouvoir venir témoigner de ce que le service civique a pu être pour elles et en quoi ça a pu être un tremplin. Voilà. Si je comprends bien, c'est par le biais du service civique que vous permettez aux jeunes de raccrocher ? Oui, tout à fait. C'est un de nos dispositifs de raccrochage, effectivement. Et plus que ça, puisque ça leur permet, et Déborah et Elena sont vraiment l'exemple flagrant, de reprendre sa vie en main et de se dire je peux être utile et je ne suis pas, entre guillemets, qu'un décrocheur. Voilà. Donc on est effectivement sur l'idée de tremplin. Sur une année, vous accompagnez combien de jeunes ? Alors, sur l'année, on accompagne à peu près entre 30 et 34 jeunes en service civique sur le département. Et depuis 6 ans, on a accompagné 155 jeunes. Voilà qui termine cette édition du mardi 14 décembre. Retour des informations mercredi à midi dans Autant le dire. Et avant de retrouver le magazine de la rédaction, un 3e extrait du 2e album de Juliette Armanet, nous allons écouter Brûler le feu. On va brûler le feu. Y'a que du rouge là dans ma tête pour toi. On va briller à 2. Moi je vois rouge et l'allumette pour toi. On va brûler le feu. Brûler le feu. Mets pas ta main sur les yeux. Ça part en fumée, y'a plus que toi pour moi. On va brûler, tant mieux. Y'a plus qu'à s'aimer, moi je suis faite pour ça. On va brûler le feu, 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 brûler le feu. On va se prendre pour des dieux. Y'a qu'une idole qui est dans ma tête, c'est toi. On va brûler, c'est mieux. Si j'ai l'air folle, c'est que c'est la fête pour moi. On va brûler le feu, brûler le feu, brûler le feu, brûler le feu. On va brûler le feu, brûler le feu, brûler le feu. C'était Brûler le feu de Juliette Armanet, tiré de l'album éponyme Brûler le feu, sorti le 19 novembre dernier. Nous retrouvons maintenant le magazine de la rédaction. Il est consacré à Gérard Pirlot pour son livre Le silence n'est pas sans voix. Dans nos studios aujourd'hui, je reçois Gérard Pirlot. Il est psychanalyste, psychiatre, pédopsychiatre et professeur émérite à l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Et s'il vient à notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'il est également auteur d'un roman, Le silence n'est pas sans voix. Bonjour Gérard Pirlot. Bonjour Mathieu.
Merci d'être présent dans nos studios vauréens aujourd'hui. Tout d'abord, peut-être pouvez-vous vous présenter votre parcours et ce qui vous a conduit ici? Vous m'avez présenté déjà un petit peu. J'ai été, moi en tout cas, médecin psychiatre ici à l'hôpital de Lavore pendant une vingtaine d'années, avant de rejoindre l'université. Voilà, donc vous l'avez dit, je suis à la fois médecin psychiatre et puis psychologue et universitaire et psychanalyste, voilà. Également auteur. Et également auteur, oui, en principe, j'écris des ouvrages dans ma discipline, tout ce qui touche à la psychiatrie, la psychopathologie et la psychanalyse. Mais à fur et à mesure de mon parcours, j'ai aussi écrit sur des auteurs, hein, donc que ça soit, comment dire, Descartes, Pascal, mais aussi Rimbaud. Et Rimbaud, j'ai écrit 2 bouquins, et le dernier, c'était en 2018, un gros bouquin, La colère de Rimbaud, le chagrin d'Arthur, et je me suis aperçu, après coup, lors d'une soirée avec des amis, sous un ciel étoilé occitan, que Rimbaud était passé pour aller de Stuttgart en 1875, il allait en Italie, et pour aller de Stuttgart en Italie, il faut passer par la Suisse, et en regardant le trajet, parce qu'on ne sait pas exactement par où il est passé, mais on est obligé de passer par Bâle, en tout cas en train, quand on prend le train, ce qu'il faisait assez souvent. Et à Bâle, en 1875, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain Friedrich Nietzsche, professeur à l'époque, 30 ans. Voilà, et on sait aussi que Rimbaud est allé 1 an plus tard, parce qu'il a passé quelques semaines en Italie, après il est rentré en France. Et l'année suivante, en 1876, on sait que Rimbaud est allé jusqu'à Vienne. Et évidemment, en bon psychanalyste, je me suis dit, mais en 1876 à Vienne, il y avait un certain Sigmund Freud, qui a à peu près son âge, ils sont nés à peu près en même temps, Rimbaud 1854, fin 1854, et Freud début 1856. Donc ils ont une vingtaine d'années tous les deux, disons, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les faire se rencontrer, voilà. Avant de parler spécifiquement de l'ouvrage, Arthur Rimbaud, qu'est-ce qu'il représente pour vous et qu'est-ce qui vous inspire chez lui? Oh mon Dieu, Rimbaud m'a toujours accompagné lors de mes voyages. Voilà, j'avais toujours un bouquin de Rimbaud dans la valise ou dans le sac à dos plutôt quand j'étais jeune. Et Rimbaud, c'est une poésie absolument, fantastique, en ce sens que quand on lit un poème de Rimbaud, on comprend pas parfois. Voilà, c'est ça. Rimbaud, alors à fur et à mesure que j'ai étudié la question, si j'ose dire, je me suis aperçu que c'était tout à fait voulu de sa part. Il a introduit quelque chose de tout à fait novateur en poésie. D'ailleurs, ça va être l'objet d'une discussion supposée avec Friedrich Nietzsche, qui lui aussi écrivait des poésies d'ailleurs, même s'il est connu comme philosophe. Et la poésie de Rimbaud, c'est une poésie par ellipse un petit peu, c'est-à-dire que le lecteur ne comprend pas tout et Rimbaud s'arrange pour que le lecteur aussi devine et fasse lui-même ses associations et crée en lui-même la poésie, ce que je trouve absolument révolutionnaire. Il ne se livre jamais complètement, et quand il se livre, c'est vraiment par ellipse, par métaphore, par coloriage, de là son dernier opuscule, Les Illuminations. Et encore une fois, de telle sorte que la poésie est toujours un petit peu obviée, déviée, suscitant vraiment chez le lecteur un tas d'associations qu'il doit lui-même créer. Voilà. Un personnage central dans la poésie française, Rimbaud ? Ah oui, parce qu'il y a avant et après, ça c'est sûr et certain. D'abord, il arrive... je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais bon, il est quand même, c'est quand même un surdoué, Rimbaud. C'est un surdoué. C'est d'abord un élève, parce qu'il est souvent décrit comme quelqu'un de vagabond, et ce qu'il était d'ailleurs, quelqu'un qui ne respectait pas tellement les normes, ce qui est vrai. Mais c'est quelqu'un qui, d'abord, a une éducation tout à fait orthodoxe, si j'ose dire. Enfin, un père, alors qui va quitter la famille, mais qui est capitaine. Un père lettré, d'ailleurs, qui écrit des choses. On le saura après coup, on le saura après sa mort. Et un père lettré qui a connu Abdelkader, d'ailleurs, qui a fait son service militaire en Algérie, et qui quitte définitivement femme et enfants, alors que Rimbaud a 6 ans. Alors là aussi, c'est pour ça que je l'ai fait rencontrer, petite digression, pour ça que je l'ai fait rencontrer Nietzsche, parce que Nietzsche perd son père aussi à 6 ans. Nietzsche est né aussi un mois d'octobre, comme Rimbaud.
il y a beaucoup de points communs entre Nietzsche et Rimbaud, c'est ça qui m'a plu dans cette affaire. Donc pour revenir à Rimbaud, certes il est connu, encore une fois, pour quelqu'un de transgressif, ce qu'il était immanquablement, y compris, je l'ai dit, dans la poésie, mais c'est quand même quelqu'un qui était un hyper doué, un gosse hyper travailleur en classe. Il a eu tous les premiers prix ou les seconds prix quasiment de français, de latin, de grec, de conduite morale, de catéchisme. Enfin, c'est jusqu'à vraiment les premières années de lycée, c'est quand même quelqu'un de très sérieux, mais aussi de très fantasque. Et une fois le père parti, vous imaginez bien que ce garçon-là manquait de tuteur. Alors il va trouver un tuteur chez un maître, Isambard, un professeur de français, qui va lui ouvrir véritablement sa bibliothèque. Et c'est là que Rimbaud va faire la culbute, si j'ose dire, vous voyez, vers 13-14 ans, alors qu'il écrit déjà des poèmes. Les premiers poèmes de Rimbaud, sachez-le, sont en latin, mais c'est incroyable. Il gagne un concours, d'ailleurs, à Douai, de premier prix de poésie latine. Voilà, c'est quand même, encore une fois, quelqu'un d'hyper doué. Et qui va avoir un destin assez tragique, une carrière littéraire et une vie assez, même très courte. Ah oui, malheureusement, il est mort d'un cancer du genou à l'âge de 37 ans. C'est terrifiant. Une de ses sœurs, pareil, était morte en 1876, était morte alors que lui a 19 ans. Et c'est le moment d'ailleurs où il va quitter la poésie. Et une sœur qui est morte alors non pas d'un cancer du genou, mais d'une synovite tuberculeuse du genou. Elle va souffrir atrocement, sa petite sœur Isabelle, qu'il adorait. Et lui va mourir à 37 ans, oui, d'un cancer du genou, alors qu'il est en Abyssinie, en Éthiopie, qu'il est commerçant, y compris marchand d'armes, dans une épopée un petit peu malheureuse, voilà. Et donc, pour pouvoir écrire ce livre qui s'appelle « Le silence n'est pas sans voix », donc la rencontre entre Arthur Rimbaud et Nietzsche à Bâle ainsi que Freud à Vienne, sur quels écrits vous êtes-vous basé? Comment avez-vous donné vie à tous ces personnages? Ah, bah écoutez, évidemment, j'espère que ça transparaît pas du tout dans le livre, dans le roman en tout cas, mais sachez qu'il y a quand même un gros travail de documentation derrière. On peut pas dire n'importe quoi sur Rimbaud, ni n'importe quoi sur Nietzsche, et encore moins sur Freud. Donc, ces trois personnages, je les ai fait se rencontrer. Au départ, je vais vous dire, moi qui connais un peu la vie de Rimbaud, je me suis toujours dit que malheureusement, il n'avait pas rencontré les bonnes personnes. Certes, il a rencontré Verlaine quand il vient à Paris, il a 15 ans et demi, 16 ans. Verlaine qui lui ouvre les bras, mais Verlaine qui le détourne un peu, y compris sexuellement, si j'ose dire, parce que souvent les gens pensent que Rimbaud était uniquement homosexuel, mais je pense qu'il était plutôt bisexuel. Ses premières poésies à Rimbaud sont vraiment tournées vers les femmes, vers les filles, les jeunes filles. On lui prête d'ailleurs une liaison avec une jeune fille quand il était à Charleville, avant qu'il n'aille sur Paris, une certaine Marie-Henriette, et on sait aussi qu'il a fini sa vie, enfin en tout cas quand il était en Éthiopie, il était avec une femme. Donc il tombe sur Verlaine qui lui va être jeune père, et Verlaine le détourne, enfin le consacre vraiment, je veux dire lui permet véritablement de prendre son envol poétique, en tout cas d'être reconnu dans le monde parisien des poètes, mais pas uniquement des poètes, d'ailleurs des peintres aussi, etc. Donc Rimbaud prend son envol là, mais j'ai oublié d'ailleurs votre question, à vrai dire. C'était comment vous êtes-vous basé sur quels documents pour pouvoir écrire sur ces personnages? Oui, les documents, puis oui, je sais ce que je voulais dire, à savoir que je trouvais surtout qu'il n'avait pas, mis à part Verlaine, rencontré des personnes qui le tirent vers le haut, comme on dit aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'après, il a laissé tomber la poésie, qu'il est parti, c'est pas uniquement pour ça d'ailleurs, c'est aussi pour d'autres choses, mais qu'il est parti, mais il a fait quasiment, je vais pas dire mais il a fait le tour du monde quasiment, Rimbaud, hein, il est allé en Indonésie, enfin ce qui est l'actuelle Indonésie, il est passé le cap de Bonne-Espérance, il est allé à Sainte-Hélène, où il n'a pas voulu débarquer pour être fidèle à la mémoire de Napoléon, il est revenu l'Irlande, il est allé jusqu'en Norvège, mais c'est incroyable, les périples qu'il a fait, c'est véritablement le premier Européen. Mais à chaque fois très solitairement, très, très seul à chaque fois. Et donc mon idée, c'était vraiment s'il avait pu rencontrer quelqu'un avec qui au moins il pouvait avoir une discussion,
sur la vie, sur la poésie, sur la littérature, sur la philosophie. Et c'est pour ça que je suis vraiment... Quand je me suis aperçu qu'il était passé à Bâle, je me suis dit, mais s'il était passé à Bâle et qu'il était tombé un peu hasardeusement, si j'ose dire, de manière tout à fait hasardeuse, sur Friedrich Nietzsche. Donc et Friedrich Nietzsche est aussi quelqu'un de très solitaire. Voilà, donc je me dis que ça valait le coup de faire rencontrer ces deux-là. Et quant à Freud, pourquoi pas, parce que quand il arrive à Vienne en 1876, Rimbaud, en fait, n'y reste que 4-5 jours, parce qu'il est dépouillé par le cocher qui l'emmène dans la vieille ville, dans la cité de Vienne à l'époque. Et donc je me suis dit, ça serait bien qu'il rencontre même quelqu'un de gentil et de curieux de la littérature française. Et Dieu sait si Freud était un garçon à l'époque, une vingtaine d'années, très curieux de tout d'ailleurs. Freud était curieux de tout. Voilà. Lâchez ton cœur, j'ai peur, mais je dois sauver ma vie. Je sens mon corps changer de peau, je sens le soleil dans mon dos, c'est fini. Tonnerre, tout s'éclaire comme un coup de génie. Je ne sais pas comment faire, mais je dois sauver ma vie. Changera de peau, mais mon soleil ira plus haut, c'est écrit. Sauver ma vie sans une larme. Sauver ma vie, briser le charme. Sauver ma vie, baisser les armes. Sauver ma sauver ma flamme. Sauver ma vie de tous les signes. Ma vie, toutes mes comédies. Sauver ma vie, mon âme. Sauver ma flamme.
le magazine de la rédaction sur Air d'Otan. Gérard Pirlot, dans votre ouvrage Le silence n'est pas sans voix, vous faites du coup rencontrer Arthur Rimbaud à Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, au moment de cette rencontre, qui est-il? Et peut-être pour les personnes qui ne le connaissent pas ou peu, que va-t-il devenir? Ah, Nietzsche, c'est une montagne philosophique, c'est un monstre philosophique. C'est un personnage qui va, lui aussi, dans sa discipline, ainsi que Freud d'ailleurs, dans sa discipline, complètement remettre à plat les bases de réflexion philosophique. Nietzsche est, je l'ai dit tout à l'heure, un orphelin, un solitaire, et quelqu'un qui est professeur de philologie d'ailleurs. Alors la philologie, c'est pas tout à fait la philosophie. La philologie, c'est l'étude des langues et l'origine des langues. Et donc, en fin de compte, on s'aperçoit que la base de sa philosophie est vraiment largement inspirée, moi je pense, je ne suis pas nietzschéen, je ne suis pas professeur de philosophie, donc que les professeurs de philosophie qui m'écoutent me pardonnent, mais est largement infiltrée de philologie. Et par exemple, la généalogie de la morale, il essaye de comprendre de comprendre la morale, l'établissement de la morale, à partir, alors non pas de l'existence des langues, mais quasiment, en tout cas, il remonte jusqu'au présocratique, il démonte un petit peu ce que la morale chrétienne a pu un peu écraser, si vous voulez, de pulsionnel. C'est un type qui, avant Freud, découvre qu'il n'y a pas de séparation entre corps et âme, que l'âme ou l'esprit est intimement lié au corps, lui-même dit qu'il pense en marchant, par exemple, on ne comprend les êtres individuels et leur morale, d'ailleurs, que si on comprend de façon psychologique, il emploie le terme, d'ailleurs, de psychologie, que si on connaît leur caractère, leur personnalité. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui détache la philosophie d'une espèce de ciel, un petit peu comme dirait Kant, des idées. Les idées se raccrochent au corps, et de là la volonté de puissance, qui n'est pas du tout une volonté politique de puissance, c'est pas du tout ça, mais que l'être individuel doit, face à l'adversité, amener une certaine résistance pour se développer. Vous voyez, c'est véritablement révolutionnaire quand on lit Nietzsche, voilà. Mais de la même manière que la poésie de Rimbaud est révolutionnaire. C'est pour ça que je voulais les mettre ensemble. Et du coup, qu'ont-ils à se dire lorsqu'ils se rencontrent? D'abord, il y avait un problème de langue, parce que Rimbaud, on le sait, je veux dire, parlait allemand, parce qu'il avait appris à l'école, d'une part, et ensuite, dans le nord de la France, on apprend l'allemand, souvent en première langue, ce qui était le cas de Rimbaud. Ensuite, il est allé à Stuttgart, je disais tout à l'heure, pour parfaire son allemand. Et Nietzsche est quand même quelqu'un qui, évidemment, était lettré et parlait quand même français, voilà. Lisait les auteurs français, surtout les moralistes. Au moment où je le fais rencontrer Rimbaud, il lisait Chamfort, il lisait La Bruyère, il lisait des gens comme ça, et même Stendhal, il avait lu. Ils peuvent parler en allemand et en français, tous les deux. Voilà, quand on est jeune, on peut dialoguer avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est l'anglais, mais à l'époque, ça pouvait être l'allemand et le français. Le français, à l'époque, était quand même une langue, vous savez, l'Europe entière parlait français à l'époque. Et puis, dans la rencontre avec Freud, pareil, et en plus, avec Freud, il y a un point commun qui va les faire, dès le départ, avoir quelques sympathies l'un pour l'autre, outre le fait qu'ils ont quasiment 20 ans tous les deux, c'est que tous les deux sont allés l'année précédente, ou l'année pas tout à fait précédente, mais quasiment 2 ans avant, tous les deux sont allés, comme par hasard, en Angleterre. Voilà, donc Freud parle anglais, est allé voir un de ses demi-frères là-bas, à Manchester, et en parlant comme ça, il découvre que Rimbaud est allé lui aussi vivre à Londres, à l'époque avec Verlaine, et donc ils vont dialoguer dans les 3 langues, à la fois l'anglais, le français et l'allemand, puisque évidemment Freud parle allemand, et avec certains points communs, ils vont se découvrir comme ça, avec certains points communs. Donc pour ça, vous êtes basé sur votre imagination, de ce que vous avez pu déduire de la documentation pour, j'allais dire, rendre le dialogue plus vrai.
Mais oui, bien sûr. Et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une pièce de théâtre, d'ailleurs, ce livre, parce qu'il y a quand même beaucoup de dialogues. Mais par exemple, puisque vous dites point commun, et puisque j'ai dit aussi point commun, quand il était très jeune, Rimbaud a écrit une poésie, mais alors là, il avait 14 ans. C'est le moment où il a remporté cette poésie en latin dont je parlais tout à l'heure. Et c'est sur... le thème était Jugurtha. Alors Jugurtha, c'était un héros numide, comme on disait à l'époque, de Tunisie, et qui s'est battu contre Rome. Et dans le dialogue comme ça avec Freud, il découvre que Freud, et ça c'est vrai, Freud le dit lui-même dans des courriers avec des amis, le héros qu'avait Freud quand il était très jeune, c'était Hannibal. Donc en fait, c'est quelques années après, Hannibal qui s'est battu lui aussi contre Rome. Vous voyez, tous les deux, d'un seul coup, découvrent que tous les deux ont aimé des héros qui se sont battus contre l'establishment, on dirait aujourd'hui, vous voyez, contre la classe politique. Voilà, donc deux jeunes, vous voyez, qui se rencontrent, qui découvrent qu'ils ont, adoré, non pas Mick Jagger ou je sais pas quoi, mais des héros qui étaient, encore une fois, contre l'establishment. Voilà. L'establishment, justement, dans lequel ne rentrera jamais Rimbaud. Oui. Peut-être Nietzsche, Freud, eux, quels vont être leurs devenirs par rapport à cette autorité ou establishment? Bonne question. Nietzsche, en tout cas, il n'est jamais rentré dans l'establishment, même s'il a été pendant un temps, professeur d'université. Mais après, alors, il va se réclamer de difficultés physiques, de maladies, ce qui est en partie vrai. C'était quand même quelqu'un qui avait quelques souffrances physiques, Nietzsche, et il va en profiter quelques années plus tard, après cette pseudo-rencontre avec Rimbaud, pour demander son congé de l'université et vivre du petit salaire que lui versait l'université en tant que professeur en maladie. Voilà. Donc alors, lui, il va quitter complètement l'establishment, comme Rimbaud, si vous voyez. Là aussi, c'est pour ça que ça valait le coup de les faire se rencontrer, ces deux-là. Et Freud, d'une certaine manière, même si il a toujours cherché à avoir vraiment quelques respectabilités dans sa vie, est quand même quelqu'un qui était un peu en marge de l'académie, si j'ose dire. La psychanalyse sentait un peu le soufre. La psychanalyse, c'est quand même quelque chose qui a commencé à parler de la sexualité et tout ça. Donc à l'époque, c'était compliqué, on va dire. Donc lui aussi s'est mis en marge un petit peu aussi de l'establishment par ses recherches. Le lien également peut-être entre ces trois, autour de la langue, la poésie pour Rimbaud, la psychanalyse, la philosophie, c'est ce qui les relie, des hommes de lettres? Ah oui, tout à fait, et des hommes de lettres, et puis aussi des hommes qui s'interrogent beaucoup sur on va dire aujourd'hui, sur le fonctionnement mental, sur le fonctionnement psychique, sur ce qu'est l'être humain dans la société. Le but à tous les trois, c'est vraiment, je pense, d'essayer de comprendre le psychisme. Rimbaud, une fois qu'il a compris, il a tourné la page, il s'est dit qu'il n'avait plus rien à apporter de neuf à la poésie et que dans ces conditions, il valait mieux faire autre chose, rejoignant d'une certaine manière aussi un vœu maternel. Sa maman était quand même assez près de ses sous. Elle voulait quand même que son fils réussisse quelque part dans les affaires, si j'ose dire, en tout cas de manière professionnelle. Donc je crois qu'à un moment donné, il s'est dit que la poésie... Il s'est aperçu, si vous voulez, c'est surtout après la Commune et tout ça, parce que Rimbaud est allé faire un tour à la Commune quand même s'il n'est pas resté longtemps, il s'est aperçu que la littérature n'allait pas changer le monde. Je crois que c'est ça, je veux dire, le moment de dépression de Rimbaud. Très jeune, il s'aperçoit que malgré ce qu'il y a mis dans cette poésie, elle ne changerait pas le monde. Et donc, autant partir, autant laisser là. Voilà. Mais très bien. Et comment se termine ce livre? Que fait Rimbaud après avoir croisé Freud et Nietzsche? Alors, je ne vais pas dévoiler la fin des deux rencontres quand même.